tu veux ta délivrance, pense vers et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans droit. Une crise économique et financière, un chômage qui ne cesse d'augmenter et un gouvernement entaché par des affaires de corruption successives. Quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, c'est un mélange des plus dangereux. À la suite de l'affaire Stavisky et du limogeage du préfet Jean Chiappe, des manifestations monstres éclatent dans la capitale. Ligue nationaliste, anciens combattants, communistes, la République tremble. Dans l'histoire, il y a des moments de bascule, où un simple événement, l'action d'un seul homme, même d'un inconnu, peut faire basculer le cours des événements. Et c'est bien ce qui allait se passer. Alors que la manifestation tourne à l'émeute et que l'Action française tente de s'approcher de la Chambre des députés, François de La Rocque appelle ses croix de feu au calme. Sans les nombreux partisans du colonel, ce qui aurait pu être un grand soir nationaliste restera une simple émeute. La Rocque prend la parole devant ses troupes, place des Invalides. Et alors qu'il tente de calmer les individus les plus véhéments, un jeune militant anarcho-communiste qui s'était faufilé dans la foule, là-bas. Son action allait avoir des conséquences que nul n'aurait jamais pu imaginer. Au lieu de se retirer dans le calme, les croix de feu sont hors de contrôle. Ils traquent les partisans communistes dans tout Paris. La ville s'embrase et partout des combats éclatent. Le palais Bourbon est pris d'assaut et ravagé. La garde républicaine, incapable de contrôler la foule, se met à tirer à balles réelles. La situation tourne au massacre. Des chars d'assaut écrasent même des manifestants. Pendant 2 jours, Paris est le théâtre d'affrontements violents et le pays est au bord de la guerre civile. Le général Weygand se pose alors en médiateur et parvient à calmer la situation. Le gouvernement démissionne et un gouvernement d'union nationale est formé. Le coup de force a échoué, mais la situation politique française est bouleversée. 600 morts et 5000 blessés. Voilà le bilan d'un événement qui allait changer l'avenir du pays. Suite à la mort du colonel La Rocque, il n'existe plus d'opposition républicaine au sein de la droite nationaliste. Les croix de feu et anciens combattants, orphelins et marqués par la bataille de Paris, rejoignent en masse les rangs de l'Action française et des Camelots du roi. La République vacille plus que jamais et il ne faudrait pas grand-chose pour la voir s'effondrer. Ah, bienvenue au local de l'Action française. Si tu es là, j'en déduis que toi aussi tu veux restaurer la monarchie. Je t'en prie, assieds-toi. Moi, je suis recruteur pour les Camelots du roi. Non, je suis là depuis la bataille de Paris. J'avais 18 ans à l'époque. J'étais en faculté à Paris, et bon, les syndicats étudiants ont appelé à manifester. Et comme tous les étudiants qui n'avaient pas forcément envie d'aller en cours, j'y suis allé. Non, à l'époque, j'étais ni chez les Camelots du roi, ni à l'Action française. Mais bon, je peux te dire que se faire charger par la cavalerie républicaine, ça forge l'opinion. Bon, je pense que tu connais notre objectif, remettre le roi sur son trône. Comment ça, quel roi? Non mais, te pose pas des questions comme ça. Non mais bon, ici, c'est Orléans. Après, tu vois, si tu soutiens les Bourbons... Bon, je vais te dire un petit secret. Moi aussi, je préfère la branche des Bourbons. Mais bon, là, pas de conneries, quoi. Laisse-la voir. Nos activités? Oh, non, mais on vend le journal de l'Action française, on va aux manifestations, on participe, quoi, on répond un peu le message de la monarchie, du roi. De quoi? Attaquer les communistes? Non, enfin, oui, non, mais occasionnel. Ah, salut François. Ah, c'est François. Oh, François Mitterrand, c'est un gars, non, il vient nous aider de temps en temps, c'est un bon gars. Bon, il a un peu le sang chaud, mais c'est un bon gars. Bon, c'est vrai, des fois, on manque un peu de moyens financiers. Mais bon, ce qu'on n'a pas, là, on l'a là-dedans. On avait même lancé un journal caricatural comique pour promouvoir le royalisme chez les jeunes. Bon, ça n'a pas très bien marché, on s'est un peu fait taper dessus par Maurras. Mais, à mon avis, on est juste un peu en avance sur notre temps, quoi. Comme toujours. Non, mais restaurer la monarchie, c'est que la première des étapes. Pourquoi on veut restaurer la monarchie? C'est parce que cette république nous emmène à une catastrophe. Maurras, Blainville, ils nous ont tous prévenus. La guerre contre l'Allemagne arrive. Donc premièrement, on réinstaure la monarchie. Deuxièmement, on met fin aux querelles des partis. Troisièmement, on fait la guerre à l'Allemagne. Et cette fois, on sera prêt. Ça sera pas comme en 71. Bon, ça fait quand même 2 fois qu'on déclare la guerre à l'Allemagne sans être prêt. Ça serait bien que cette fois, on soit au moins un peu préparé, quoi.
Et surtout n'oublie pas, être camelot du roi, c'est avant tout synonyme de faire des efforts, de sérieux et d'engagement. Bon allez maintenant, on se fait bien une petite bouteille d'absinthe à deux. Alors que l'Union des gauches a mis Blum au pouvoir dans une élection qui connut le plus bas taux de participation de l'histoire, nos camelots du roi font du bon travail, et rapidement, le duc de Guise gagne les faveurs de l'opinion publique. Après tout, il est facile de soutenir un homme comme Jean d'Orléans. Un homme qui s'est vu refuser une place dans l'armée française durant la Grande Guerre, et qui, rejeté par son pays, a quand même servi la France en s'engageant pour la Croix-Rouge, offrant même un château à l'organisation. Des conseils pour recruter. Non, il y a une technique super simple qu'on apprend à tout le monde. Bon, pour ça, faut juste une photo de Jean d'Orléans. Là j'en ai pas, bon, je vais utiliser un mouchoir, mais je vais te montrer, tu vois. Tu prends une photo de Jean d'Orléans à la personne, tu lui montres et tu lui fais. Tu vois ça, c'est Jean d'Orléans. Et il est ton ami. Ça marche à chaque fois. Nos espoirs de restauration, qui, il y a quelques années, semblaient si lointains, semblent aujourd'hui à portée de main. Il ne nous manque qu'un petit scandale, un autre événement, pour pousser le peuple à définitivement renier la République. De quoi? Un rapport? Non, ça doit pas être bien important. Les forces communistes du Vietnam déclarent la guerre pour prendre leur indépendance. Mais pardi, c'est qu'on est en guerre. Oh, quelle super nouvelle. J'ai bien envie de voir comment Blum va gérer ça. On devrait penser à l'intérêt de la France avant les querelles de parti. Non mais bon, c'est les Viet Cong, c'est Blum, c'est une bonne nouvelle. Hein. On va pas très quitter quoi. Non, bon, de toute façon, hein, des Vietnamiens avec leur serbacane, on devrait pouvoir gérer ça, quoi. Nous voilà engagés dans une nouvelle guerre. L'Indochine française était menacée par Ho Chi Minh et le Viet Cong. De plus, le président avait retiré la majeure partie des troupes présentes dans le pays avant que le conflit n'éclate. Hunsinger protégeait le sud du pays, pendant que Freidenberg arrivait avec des troupes d'Algérie. Mais il était déjà trop tard pour Blum. Dans toute la France, des centaines de milliers de manifestants défilèrent pour demander le retour du roi. La police et l'armée se joignent à la population. Sans un coup de fusil, le roi retrouvait son trône dans cette nouvelle restauration. Et puisse-t-elle être la dernière? Hurrah, le pape est là! Non, pourquoi je suis énervé? Non mais le pape, tu vois, pour excommunier tous les membres de l'Action française et faire de nous les vrais parias des catholiques, alors qu'on était les seuls à se battre pour la France catholique. Il était là, mais bon, quand c'est pour couronner le roi de France que nous, on a remis sur le trône, que je prenne le premier avion pour Paris. Hein. Non, oui, t'as raison, il est temps de passer à autre chose. Bon, on se fait une deuxième bouteille d'absinthe à la santé du roi Henri ou pas? À son retour à Rome, le Saint-Père leva toutes les anathèmes placés sur nos membres. Les catholiques modérés se rangèrent alors eux aussi derrière le roi. La première mesure prise par notre nouveau roi fut bien sûr de placer Maurras au gouvernement. Après tout, sans son travail acharné contre vents et marées, jamais le roi n'aurait retrouvé son trône. En Indochine, rapidement, les communistes sont défaits, et la population ne retient qu'une chose, le roi est victorieux. Ce premier exercice militaire est rassurant. Mais le royaume va devoir rapidement développer son industrie militaire. Les Allemands sont un peuple de nature belliqueuse, et une nouvelle guerre est inévitable. Léon Daudet rentre lui aussi au gouvernement. Son rôle est de faire accepter l'idée d'une nouvelle grande guerre au peuple français. L'utilisation de propagande et la censure des idées pacifistes sont donc nécessaires. En parallèle, le roi travaille à la formation d'une nouvelle faction qui doit assurer des alliés fidèles à la France. Des émissaires sont envoyés à la Roumanie pour former l'Union latine, l'union des monarchies héritières de la Rome antique. Le monde semble de plus en plus instable. L'Iran communiste rentre en guerre contre l'Irak. L'Irak est rejoint par la Turquie dans un grand pacte, le pacte de Sadabad. De plus, le Japon déclare la guerre à la Chine qui se tient unie sous un front commun. Convaincu par Maurras, le roi envoie une proposition à Mussolini, rejoindre l'Union latine. Le national-socialisme allemand est une menace pour l'Europe elle-même. L'Italie aurait intérêt à se rallier à la France, un allié de confiance, plutôt qu'un dictateur fou qui pourrait bien avoir des vues sur le Tyrol italien. Et c'est alors que la masse est distraite par la Coupe du Monde se tenant en France que le destin du monde s'apprête à basculer. Les ambitions territoriales allemandes ne sont plus un mystère. Une conférence est tenue à Munich sur la question des Sudètes.
La France est horrifiée par la couardise des Anglais et de Neville Chamberlain. La guerre contre l'Allemagne est inévitable. La France ne laissera pas la Tchécoslovaquie seule. Le 2 juillet 1938, l'Allemagne déclare la guerre à la Tchécoslovaquie. Le jour même, le roi déclare la guerre à l'Allemagne. Weygand est chargé de mener l'offensive. Cette fois, nous porterons la guerre aux Allemands. Ainsi débute la Seconde Guerre mondiale. Eh ben, la guerre contre l'Allemagne, ça arrive bien vite, quoi. Oh, ça fera juste la 3e fois qu'on n'est pas prêt, mais on a fait ce qu'on a pu. Tu pars pour le front? Non, dans quelle division je suis affecté? Non, moi je suis pas affecté, moi je vais rester ici. Mais tu vois, je suis un peu jaloux parce que toi tu vas pouvoir partir, tu vas voir du pays, tu vas faire preuve de panache, non, t'es un peu nerveux, bon c'est normal, mais moi aussi j'aurais aimé, non, tu seras sûrement rentré à Noël, hein. Oui, bon, Noël c'est peut-être un peu tôt, mais bientôt quoi. Bon, vu que tu vois, je suis un peu jaloux que tu partes à la guerre et que moi je suis contraint de rester ici par les chaînes du devoir, je vais créer un petit cadeau pour toi. Tiens, tu planteras ça dans la gorge d'un Allemand pour moi. Tu pourrais même me surprendre et descendre Hitler. Allez, on va la gagner cette guerre. Quand même un glaive seul au bois de Condé, je suivrai les pas. L'honneur est d'Angoulême, l'honneur est d'Angoulême. Sans feu, sans gîte et même à jeun, je dirais encore à chacun. Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi.